Alors, je te dis les questions, mais les questions, en fait, on les garde pas. Ok, pas de problème. Donc, pour commencer, je me dis que ce serait bien de voir comment est-ce qu'on en est venu à se préoccuper de l'éthique de la recherche. La question de l'éthique de la recherche s'est posée principalement après les expériences nazies. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque il y a eu des jugements de Nuremberg, les enjeux de consentement ont été soulevés. Ils étaient essentiels puisque ces expériences étaient menées dans des conditions scientifiques très fortes, mais les gens étaient contraints de participer à ces recherches dans des conditions d'éthique absentes. Donc à partir de cette réflexion, les médecins ont développé une première déclaration d'Helsinki qui définissait la responsabilité du médecin, l'éthique du médecin, donc la santé, le bien-être des personnes avec qui il était, la question du consentement éclairé. Et cette déclaration d'Helsinki dans les années 60 a ensuite donné un certain nombre de modifications jusqu'à récemment, mais c'était dans le domaine biomédical comme tel. Parallèlement, un autre problème éthique qui s'est posé, c'est ce qu'on appelle les expériences de Tuskegee, qui ont été menées aux États-Unis entre les années 30 et presque les années 60, où on a laissé mourir des personnes d'origine afro-américaine de la syphilis, alors qu'on avait un traitement. Alors, ceci a provoqué un tollé considérable, et les autorités américaines des sciences ont développé ce qu'on appelle le rapport Belmont, de l'endroit où il a été édicté, et qui définissait les règles d'éthique, reprenant celles en partie développées par Helsinki. Donc ces deux éléments-là ont amené ensuite d'autres pays à édicter un code d'éthique, ou du moins, dans le cas du Canada, des codes d'éthique en partant, puisque le CRSNG, le CRSH et à l'époque le ministère de la Santé et du Bien-être avaient chacun son code d'éthique régissant la recherche. Et ça a été mis ensemble pour donner naissance au premier énoncé de politique des trois conseils, ce qu'on appelle en abrégé le PTC, qui, il y a quelques années, donc moins d'une dizaine d'années, a été revu et a donné naissance au nouvel EPTC, le EPTC 2, énoncé de politique 2, qui est le code, ou disons l'énoncé de base régissant l'éthique de la recherche au Canada et au Québec. J'ai compris. Et donc là, on mettra un lien, soit dans la vidéo, soit... Je te les ai déjà... on mettra le lien vers le PTC. Oui. Super. Ça va comme ça? C'est ça le style que tu veux? C'est bon pour toi aussi? Ouais. Alors maintenant, pourquoi il faut réfléchir aux enjeux éthiques dès qu'on mène une recherche avec des êtres humains, comme étudiants? On doit se pencher sur la question éthique, même un peu avant de développer le projet de recherche comme tel. Pourquoi je le fais? Quelles raisons scientifiques? Puisque une première question de l'éthique, c'est pourquoi faire de la science? Donc de réfléchir aux raisons qui poussent l'étudiante à développer ce projet de recherche. Le deuxième élément, c'est de bien considérer que l'important de l'éthique, c'est pas simplement de remplir un formulaire d'éthique, mais de réfléchir sur un certain nombre d'enjeux qui peuvent jouer sur le développement de la recherche. Alors, c'est quoi ces enjeux-là? Le premier enjeu, c'est la question du bien-être de la personne et des personnes avec qui on fait la recherche. Donc le premier objectif, c'est d'évaluer les risques de la recherche. Plus les risques se rapprochent d'enjeux psychologiques, personnels, relationnels, d'expériences de vie traumatisantes, disons d'éléments de vulnérabilité,
plus l'individu, le chercheur, l'étudiant doit réfléchir à l'éthique. Donc il y a une proportionnalité dans l'éthique, dans la recherche. Plus c'est important et touchant des éléments physiques, psychologiques, plus on doit réfléchir aux enjeux éthiques. Bon, ces enjeux éthiques, lesquels ils sont relativement simples à comprendre. Le premier, c'est d'évaluer la proportionnalité des risques. Donc ça, c'est le premier principe. Mais le deuxième principe, c'est d'assurer le consentement libre et éclairé. Alors, cette notion de consentement libre et éclairé a l'air d'aller de soi, mais elle pose des problèmes particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Dans quelles conditions j'obtiens un consentement libre? Et qu'est-ce que ça veut dire éclairé? Un consentement libre, ça veut dire un consentement qui est donné en dehors de toute coercition, de toute manipulation de la part du chercheur ou de l'étudiant. Donc, visant à amener le participant à être libre, donc à se sentir confortable dans sa participation à la recherche. Alors, ça veut dire qu'il y a des conditions minimales. Pour être libre, il ne faut pas être dans des conditions particulières de vie qui pourraient réduire la liberté. Par exemple, dans une école ou dans un CLSC, un hôpital, dans un milieu pénitentiaire et autres, il y a des conditions qui peuvent réduire la liberté des individus. Et le deuxième élément, c'est que les personnes doivent être capables de donner un consentement libre, c'est-à-dire des personnes qui sont trop jeunes ou qui ont des problèmes cognitifs, mentaux, qui sont sous l'influence de drogue ou de médicaments qui les empêchent de prendre leurs responsabilités dans la décision de participer ou non à la recherche, pose problème. Donc il faut s'assurer que les individus sont vraiment libres. Et dans le cas des enfants, par exemple, on doit avoir le consentement des parents. Quoique, de ce point de vue, il y a des changements. Et dans certains cas, lorsque les jeunes sont déjà dans leur période d'adolescence avancée, etc., on peut, dans certaines conditions, ne pas obtenir le consentement des parents. Mais dans les autres cas, il faut s'assurer que la personne ait une liberté. Le deuxième, c'est éclairer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit comprendre ce à quoi elle donne son consentement. Non seulement pas lui lire simplement le consentement, mais de s'assurer qu'il a compris les tenants et aboutissants et que s'il a des questions, le chercheur ou l'étudiant est prêt à répondre. Et donc, on considère qu'il faut toujours laisser un délai entre le moment où on demande le consentement et le moment où l'individu signe pour qu'il ait le temps de réfléchir, d'arriver à une décision concernant sa participation. Et ce consentement n'est pas obtenu seulement au début, mais doit être continu, c'est-à-dire tout au long de la relation que l'individu a avec son participant, il doit s'assurer que ce consentement tient et est maintenu tout au long de la recherche. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le consentement est généralement signé, mais aussi dans certaines conditions, on peut avoir un consentement verbal. Par exemple, on fait une recherche dans internationale ou dans des milieux défavorisés où le rapport à la propriété, au papier, etc. est extrêmement stressant. Donc on ne veut pas qu'ils refusent de participer à la recherche ou dans le cas de personnes analphabètes. Donc on doit s'assurer dans ces conditions qu'ils vont participer à la recherche et que le consentement verbal peut suffire. Ce qui est aussi dans le Mais je reviendrai. Ça va? Est-ce qu'on pourra couper avant ce qu'il y a aussi? C'est ce que tu veux? Non, oui, c'est parfait. Ce que tu voulais ajouter, c'était quoi là? C'est le fait que le consentement doit être compris dans la langue.
de la personne, c'est-à-dire s'assurer que le niveau de vocabulaire utilisé... Ça, on pourrait peut-être en faire une autre question. Comment on peut faire pour que le consentement soit facilement soit accessible? Oui. C'est-à-dire, la question serait plutôt à quoi doit-on faire attention dans le consentement? J'en parle. On y va? Alors, le consentement exige un certain nombre d'éléments et qui sont d'ailleurs inscrits dans le nouvel énoncé de politique des 3 conseils. Et on peut en trouver des exemples sur le site de l'UQAM. Donc, le consentement comprend la présentation du chercheur, de la recherche, dans des termes qui soient compréhensibles par une personne qui n'est pas spécialiste de la question. Puis ensuite, tout un ensemble d'éléments portant sur les déroulements de la recherche, sur les risques qui sont présentés, sur la question de l'anonymat et de la confidentialité, sur la question du maintien de l'intégrité des données, où les données vont être gardées, les ressources mises à la disposition des participants devenant l'expression ou comment dirais-je, l'occurrence d'un problème au moment de la recherche. Il y a aussi toute la question de la compréhension de la langue dans lequel le formulaire de consentement est réalisé, ce qui peut poser des problèmes dans le cas où des participants viennent de groupes ethnoculturels où la compréhension ou la connaissance du français et de l'anglais n'est pas très bonne. Donc il y a possibilité de traduire, il y a possibilité d'avoir des interprètes qui aident à faire passer le message et à s'assurer de la compréhension. Il y a des possibilités de développer d'autres approches pour favoriser le consentement, style vidéo, dessin et autres, qui permettent dans des conditions extrêmes de pouvoir envisager que la personne vraiment donne son consentement libre et éclairé. Je me dis aussi que ce serait peut-être intéressant pour rattacher, quand tu as parlé des risques tout à l'heure aussi, de donner des exemples de risques. Parce qu'à chaque fois, quand je faisais le cours de métaux, les étudiants me disaient « mais il n'y a aucun risque dans ma recherche ». Et en fait, c'est parce qu'ils comparaient justement aux recherches qui avaient été réalisées pendant la guerre, par exemple, ils disaient « non ». Bien sûr. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples de risques? Et est-ce que, tu as parlé tout à l'heure des données sensibles, est-ce que si on travaille sur des problématiques sensibles, on ne devrait pas faire de recherche? Enfin, on ne devrait pas faire de recherche? Comment on devrait procéder dès que okay. les données sensibles? Alors, ce qui est important dans les risques, c'est de bien comprendre la question de la proportionnalité. Et le principe est, à mon avis, relativement simple. Plus on touche l'intégrité physique et psychologique des individus et leur vulnérabilité, plus l'exigence éthique est élevée. Plus, lorsqu'on s'éloigne de ce contexte-là et qu'on travaille, par exemple, sur des opinions, des représentations sociales, des pratiques qui ne présentent aucun danger, à ce moment-là, la contrainte éthique est moins forte dans la mesure où ça ne met pas en question le bien-être de la personne. Donc, si je travaille sur les usages, par exemple, pour prendre l'exemple, si je travaille sur les usages d'Internet, il y a un ensemble de recherches qui ne présentent aucun danger. Par exemple, dites-moi combien d'heures vous passez, sur quel site vous allez et comment vous utilisez votre ordinateur, etc. Donc d'apparence, il n'y a pas de risque. Mais si on se met à réfléchir en disant « je l'interroge sur les risques sur Internet »,
mais est-ce que je l'interroge aussi sur les pratiques à risque sur Internet? Par exemple, consommation de pornographie, utilisation de données de santé ou de sites de santé sans vérifier la qualité des données, le niveau de littératie des gens, comprennent-ils ce qui se passe, les recherches sur les médicaments et autres. Alors, même si d'apparence le projet ne touche pas des enjeux de vulnérabilité, de bien-être, de santé, une réflexion peut amener à élargir et à dire « Ah oui, mais il faudrait que je fasse attention à ces aspects-là parce qu'ils vont peut-être se manifester. S'ils se manifestent, comment je dois les traiter et quelles ressources je peux mettre à la disposition des individus qui vont participer à la recherche. » Donc je prends cet exemple pour montrer que même si le thème est d'apparence anodine, il peut avoir, lorsqu'on se met à réfléchir dans l'arborescence de la réflexion, des problèmes éthiques plus complexes qui doivent être soulevés et résolus, soit en disant ben, je vais demander aux gens d'éliminer ces aspects-là, je ne veux pas les traiter, je n'ai pas les ressources, les moyens, soit si je veux les intégrer, de m'assurer de l'encadrement, du suivi et de la possibilité de maintenir l'anonymat et la confidentialité. Ça va avec ça, donc ça montre. Après, est-ce que tu vois d'autres aspects avant de passer aux aspects éthiques liés à Internet, à la recherche en ligne en particulier? Oui, mais il faut que je donne les autres principes. Okay. Ça, j'ai donné le consentement libre et éclairé, mais il y en a d'autres. Donc, la question, ça serait quels sont les autres principes Oui. Les autres enjeux éthiques, en fait. Oui. Quels sont les autres enjeux? Oui. Alors, à part l'évaluation des risques et des avantages de la recherche qui doit être bien définie, à part la question du consentement libre et éclairé, se pose un certain nombre d'autres enjeux touchant, je les ai mentionnés rapidement, touchant en particulier l'anonymat et la confidentialité. Un des principes, c'est que les données doivent être anonymes, c'est-à-dire qu'on ne soit pas capable qu'il ne soit pas possible de retracer des individus qui ont participé à la recherche. Et la confidentialité, ça veut dire que les données doivent présenter un degré d'abstraction qui font qu'on ne puisse pas, que quelqu'un ne puisse pas accéder à ces données-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être très vigilant théoriquement sur le maintien de l'anonymat et de la confidentialité. Et cela dépend des stratégies de recherche et ça dépend des milieux dans lesquels on fait la recherche. Les stratégies de recherche, ça veut dire quoi? Que l'anonymat et la confidentialité sont plus difficilement réalisables lorsqu'on a des approches quantitatives. Non, excuse-moi, je vais reprendre ça. Sont plus difficilement réalisables quand on est dans les approches qualitatives. Oui, ok. Ces conditions sont plus difficilement réalisables lorsqu'on a des méthodologies de recherche qualitatives. Pourquoi? Parce que généralement on travaille sur moins d'individus, à partir de récits, d'entrevues qui donnent beaucoup de détails sur les individus. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas des éléments qui échappent aux chercheurs et qui vont faire que l'anonymat et la confidentialité ne vont pas être respectés. Dans le quantitatif, c'est relativement plus facile puisque généralement, ce sont des données qui sont agrégées, des tendances, des données descriptives, où il est impossible de reconnaître une personne particulière. Ça, c'est pour le grand principe. Le deuxième, c'est aussi les milieux. Plus les milieux sont petits, par exemple une école ou un petit village ou un quartier, plus il est facile de retracer ou de reconnaître des individus dans leur description des problématiques. Si, par exemple, on travaille avec le seul pharmacien du voisinage, je fais une recherche là-dessus, il est évident que tout le monde va savoir de quel pharmacien on parle.
Mais l'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, dans le nouvel énoncé de politique des trois conseils, l'anonymat n'est plus obligatoire, à condition que les individus disent clairement qu'ils acceptent que leur nom ou que leur identité soit révélée. Par exemple, dans certains milieux dans lesquels il y a des prises de position politiques, de plaidoyer et autres, où les individus veulent faire entendre leur voix, à ce moment-là, l'anonymat réduirait en quelque sorte leur impact, alors que la révélation de leur position, de leur identité peut mieux faire passer le message et mieux le faire intégrer parce qu'on en connaît la source clairement. Donc la question d'anonymat et de la confidentialité est importante, en particulier dans le maintien de l'intégrité des données, c'est-à-dire le fait que les données ne doivent pas être retraçables par des personnes qui n'ont pas la clearance, donc la reconnaissance de leur participation à la recherche, qui sont habilités à entrer ou à utiliser ces données. Alors c'est quoi? C'est généralement le fait qu'il faut faire attention où les données sont placées, en particulier lorsqu'on les met sur un ordinateur, de s'assurer qu'ils sont mis sur un disque dur ou qu'il y a un processus de cryptage qui est présent, de faire très attention à l'utilisation d'ordinateurs portables ou de iPad sur lesquels on laisserait les données parce qu'ils sont peuvent être facilement volés. Et donc, si on n'a pas un cryptage ou des normes de sécurité très fortes, il se peut que quelqu'un puisse accéder à des données sensibles. Donc, il existe des mécanismes pour s'assurer que cette possibilité ne se réalise pas dans le cadre de la recherche. Bon, très souvent, les étudiants ne font pas attention à cet aspect-là. Donc, il faut doubler les données, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a des backups assez fréquents, avoir plusieurs lieux dans lesquels les données sont gardées, de telle sorte que l'étudiant, le chercheur ne perde pas toutes ces données. Et ça peut arriver, il y a un cas récemment où l'étudiante a oublié son USB avec ses données de maîtrise et n'avait pas d'autres lieux de garde, de sauvegarde. Alors, ça doit être aussi gardé dans un endroit fermé et il y a bien sûr des règles qui touchent la destruction des données à la fin de la recherche et là aussi il y a des variations, on n'est plus obligé de les détruire automatiquement mais on peut évaluer la valeur patrimoniale de ce qu'on a ramassé, de ce qu'on a collecté et de garder pour des temps plus considérables les données qui ont été recueillies. Donc tout ça, donc, je donne ici les principes de base. Et un autre principe de base important, c'est le suivi. C'est-à-dire que l'évaluation de la recherche et l'évaluation de tout ce processus doit se faire par intervalles plus ou moins réguliers pour assurer qu'il n'y a pas de déviation par rapport au projet de recherche initial. Juste pour revenir là-dessus, si un étudiant avait obtenu une demande d'approbation éthique mais qui modifie son projet, il devrait revenir. Si c'est une modification très importante, il devrait revenir au comité d'éthique. Et puis il doit revenir au comité d'éthique, en particulier dans le cas où il ferait ce qu'on appelle une découverte non prévue, ou ce qu'on appelle en anglais une découverte haineuse. C'est-à-dire des situations dans lesquelles il y a des révélations qui sont amenées par le participant ou la participante qui présentent des risques élevés.
par exemple, et très souvent à l'intérieur du consentement, le chercheur ou la chercheuse vont indiquer les raisons qui pourraient les amener à ne pas maintenir l'anonymat ou la confidentialité. Par exemple, dans le cas de recherches qui sont faites sur les enfants où on constaterait ou on rapporterait des conduites de négligence ou des conduites d'abus qui doivent être référées à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse. Donc ce qu'on marque, c'est que, advenant ce type de conduite, le chercheur sera obligé de référer à la DPJ, et donc les lois en vigueur dans son milieu, dans sa province, n'ont pas préséance sur son projet de recherche. Et donc doit être sensible à ces questionnements-là. Est-ce que là, on a vu tous les... On a vu les grands, je peux pas... Oui. Je peux on rajouterait une phrase en disant, mais il y a aussi le travail avec les autochtones qui demandent des conditions éthiques particulières. Tu veux que j'en parle? Je ne sais pas si on a beaucoup de recherches. Si on l'ouvre au niveau de l'UQAM, en histoire par exemple, il y en a plein. Oui. Mais si ça reste en com, je ne sais pas s'il y a beaucoup de recherches. Alors on peut laisser comme ça. On peut laisser, je pense que parfait. Ils iront voir. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques à Internet? Ok. Donc, la question d'Internet soulève un ensemble d'enjeux qui ne sont pas encore très développés dans l'énoncé de politique, le nouvel énoncé de politique des 3 conseils. Ce sont des enjeux qui rejoignent les autres dimensions dont on a parlé. Le premier enjeu, c'est celui des caractéristiques de l'information qu'on va chercher sur Internet. Alors, il faut vérifier si les informations qui sont données sont publiques ou privées. Et ceci, la question de public et privé est valable pour l'ensemble des recherches, n'est pas spécifique à Internet. Généralement, on considère que si c'est fait dans des conditions publiques, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les individus qui ont placé ces informations s'attendent à ce qu'elles puissent être utilisées. Mais si elles sont privées, à ce moment-là, il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent se poser. Il faut obtenir l'autorisation. Par exemple, sur des forums de discussion, est-ce que le forum est fermé et ouvert? Quelles sont les informations? Quelles sont les règles? Et s'il y a des questions qui se posent, c'est d'interroger le webmaster et de voir c'est quoi les conditions d'utilisation de ces données-là. Deuxième problème par rapport à l'usage d'Internet, c'est la fiabilité des processus de sauvegarde des données. Je fais une entrevue en ligne. Comment je m'assure que ce matériel n'est pas, détourné par d'autres individus et que l'intégrité de l'anonymat et de la confidentialité est respectée. Troisième problème qui se pose lorsqu'on fait des recherches sur Internet, que ce soit qualitatif ou quantitatif, c'est la question du consentement libre et éclairé, pour plusieurs raisons. Est-ce que la personne qui va participer à la recherche donne vraiment sa véritable identité ou elle se fait passer pour quelqu'un d'autre? Ce qui peut être un problème lorsque c'est des personnes qui ont moins de 18 ans. Donc, comment je m'assure que la personne qui répond ne présente pas de problème quant à sa responsabilité dans le consentement? Le deuxième problème, c'est la question de consentement éclairé. Comment je m'assure que le participant que j'ai contacté sur Internet a bien compris la recherche. Et troisième problème, si je travaille sur des sujets sensibles touchant la santé, le bien-être, etc., ou la vulnérabilité, comment j'assure un suivi?
de ces personnes-là, advenant le cas où elles auraient besoin de conseils ou d'une aide ou d'une relation d'aide, etc. Et ce problème est encore plus compliqué lorsque je fais des recherches sur Internet international, où le contrôle que je peux avoir sur la situation locale est peut-être très problématique, ce qui amplifie les risques de suivi et la possibilité de mettre un dispositif d'aide suffisant dans ces cas-là. En sont là, et bien sûr la sauvegarde des données à long terme, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies de communication, les hackers, etc., il faut veiller à assurer la sécurité optimale des données. Et là, j'aimerais te poser une question spécifique par rapport à Internet. Si par exemple on trouve des échanges, on veut analyser des échanges sur un site, ou on veut analyser des contenus de blog, ou par exemple, je pense à une étudiante qui veut analyser, elle a trouvé des entrevues qui ont été réalisées par quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on peut reprendre ce matériel vu qu'il est public? S'il est public, est-ce qu'on peut le reprendre comme ça? Dans le cas des blogs, dans le cas des récits, des journaux, donc toutes les informations intimes que l'individu peut mettre ou les individus peuvent mettre sur Internet, s'ils ne mettent pas une consigne de copyright et s'ils ne mettent pas une consigne de privauté par rapport à ces données, sont théoriquement accessibles et utilisables par n'importe qui. Une des façons, c'est de les utiliser en respectant les règles d'éthique de l'anonymat, de la confidentialité. Et s'il y a des problèmes qui se posent, c'est de revenir au comité d'éthique de l'université et de poser des questions sur cet enjeu-là. Mais théoriquement, la règle, c'est le critère de public ou privé qui va être déterminant. Alors, ça peut poser des problèmes, si je peux compléter là-dessus. Aussi, si on fait des enquêtes en ligne, beaucoup de logiciels sont américains. Or, on n'a pas les mêmes lois concernant la confidentialité et l'anonymat dans le milieu américain et canadien. Donc, il peut y avoir aussi des enjeux légaux qui peuvent être soulevés en fonction des contextes nationaux. Là, est-ce qu'on a fait le tour pour les données en ligne ou les gros points? Oui. Maintenant, en tant qu'étudiant, quelle démarche il faut faire quand on veut faire une demande d'approbation éthique? Et est-ce qu'on peut avoir du soutien si justement on a des questions? Comment ça se passe, le déroulement? Alors, je crois que la première chose qui est importante, c'est que premièrement, l'étudiant doit... Je vais reprendre ça, on enlèvera cette phrase. Le premier élément important dans le processus éthique pour l'étudiant, c'est que l'étudiant ou l'étudiante doivent d'abord prendre une formation en éthique de la recherche. Or, cette formation comprend, on pourrait dire, 3 éléments. Le premier élément, c'est prendre connaissance de l'énoncé de politique des 3 conseils, qui est disponible en ligne sur le site Attends, je vais reprendre. Parce qu'il faut que je donne le nom exact. Je ne veux pas me tromper dans le... Ça s'appelle... Comité institutionnel, non, je suis au niveau... Au niveau des 3 conseils? Oui, il s'appelle... La formation, tu veux dire, oui, ou le site? Le site. Je ne sais pas, attends. Zut. Je l'ai vu et ça m'est... C'est parti. S'appelle... Parce que l'étudiant ou l'étudiante doivent... Je vais recommencer la phrase, oui. de reprendre la caméra. Merci. OK.
En ce qui concerne le processus éthique pour l'étudiant, la première chose à mon avis à faire, c'est d'aller sur le site du conseil qui régit l'éthique de la recherche au Canada, dans lequel ils vont trouver le document de l'énoncé de politique des trois conseils, la deuxième version, qui à travers lequel ils doivent passer pour en prendre connaissance et comprendre les principes et les tenants et les aboutissants. Alors, ce document est bien fait parce que pour chaque article, il y a un commentaire qui permet de clarifier les enjeux particuliers aux articles et de les contextualiser. Deuxième chose importante, c'est de suivre en ligne le didacticiel de formation à l'éthique de la recherche qui permet aux étudiants de pouvoir suivre le processus de compréhension des enjeux éthiques et d'obtenir à la fin de cet exercice un certificat démontrant qu'ils ont suivi ce programme-là. Alors ça, c'est important parce que ça leur permet de démontrer avec un appui clair et précis qu'ils ont les bases pour comprendre et mener un processus de recherche sur le plan éthique. Troisième point important, c'est la relation entre le directeur ou la directrice et l'étudiant ou l'étudiante. Et donc, les deux doivent prendre le temps de réfléchir sur les enjeux éthiques. Le directeur, la directrice, s'assurant que l'étudiant a bien compris les principes et l'étudiant prenant le temps avec son superviseur de poser des questions de clarification concernant le projet, en particulier lorsque l'étudiant est inscrit dans le projet du professeur. Or, généralement, le professeur a déjà l'acceptation du comité d'éthique et l'étudiant entre dans une structure déjà claire par rapport aux enjeux éthiques, mais il doit en prendre connaissance, il doit signer les formulaires de confidentialité et autres, et donc ça demande un apprentissage et une formation dans le champ. S'il y a des problèmes particuliers par rapport à l'éthique, l'étudiant doit consulter le comité d'éthique de sa faculté, où siègent un certain nombre de personnes représentant les différents départements et autres, et le président ou la présidente de ce comité étudiant pourrait répondre soit à la demande de l'étudiant, soit à la demande du directeur, à des questions spécifiques, complexes, pour lesquelles les réponses disponibles ne sont pas suffisantes. Par la suite, l'étudiant doit aller sur le site de l'UQAM. C'est très simple de taper éthique et UQAM, il va tomber sur le portail qui va lui donner toutes les indications à suivre en ce qui concerne le calendrier des demandes, les formulaires de demande, les exemples de formulaires de consentement et autres, ainsi que bien sûr le cadre éthique général que l'UQAM utilise dans son rapport à l'éthique. Donc, il va y avoir un processus de va-et-vient qui va se faire au départ pour assurer que le formulaire est bien compris et que tous les éléments qui sont nécessaires à la réalisation de son projet aient été inclus et bien compris. Donc, lorsqu'il va soumettre ce formulaire, qui doit être visé par son superviseur pour s'assurer qu'il est bien écrit, que toute l'information est incluse. Ce formulaire est ensuite transmis au comité d'éthique qui va faire ses recommandations, soit une acceptation directe lorsqu'il n'y a pas de problème, soit de revenir avec des questions auxquelles le directeur et l'étudiant auront à répondre avant d'avoir
le certificat final. Et une fois même le certificat final, le processus n'est pas achevé, puisqu'à la fin de la recherche, l'étudiant doit rendre un rapport en faisant mention de problèmes éthiques particuliers qui auraient pu être remarqués dans le processus de la recherche. Donc s'il n'y avait pas eu de problème, il ne reviendrait pas vers le comité d'éthique? Non. Et qu'est-ce qui se passerait si un étudiant faisait une recherche impliquant des individus et qu'il n'avait pas fait de demande d'approbation éthique? Alors ça, je crois que c'est déjà arrivé dans certains cas, et les données ne peuvent pas être utilisées. Donc il faut dans certains cas, on peut faire, lorsqu'il n'y a pas de risque important, on peut faire une évaluation rétroactive, mais ça doit être un premier principe qui doit être clair dans les cours de métaux et au moment où l'étudiant commence à réfléchir à son projet de recherche et autres, que tant qu'il n'a pas eu réfléchi et mené à bien sa réflexion éthique, les données qu'il pourrait collecter seraient à toute fin pratique irrecevables dans le projet de recherche. Sauf s'il n'y a pas de risque. Et à ce moment-là, n'ayant pas de risque, et ça le directeur ou la directrice doit bien s'assurer, il n'y a pas besoin d'avoir une évaluation éthique. Donc ceci est très clairement défini dans l'énoncé de politique de droit conseil. S'il n'y a aucun risque, si l'information est publique, si il s'agit simplement de collecter des éléments d'opinion et autres qui ne touchent pas à l'intégrité physique, etc., le processus éthique est beaucoup plus facile. Aussi dans les cas où c'est juste de l'observation dans des milieux qui ne nécessitent pas l'obtention d'un consentement particulier. Donc l'énoncé de politique est très clair. Dans les premiers articles, il définit quelles sont les recherches qui doivent ou non être soumises au comité d'éthique, et il est important que les directeurs et les étudiants soient au courant de ces éléments-là. Donc, toi, ça, je ne savais pas s'il n'y a pas de risque pour même si c'est par exemple des entrevues sur l'opinion à l'égard de tel type d'émission à la télévision, il n'y aurait pas de... Non. C'est pas la peine de garder cette dernière partie là où tu réponds à ta question. Tu vas la garder? Non, mais de toute façon, mes questions ouais. ne figurent pas. Ok. Elles vont juste être par écrit. Donc ça, non, qu'est-ce que... Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire une demande d'approbation pour savoir s'il y a des risques ou pas quand même? Il faut juste consulter le comité? Et oui, puis le comité peut... L'étudiant et son superviseur peuvent envoyer une lettre en disant voici, nous comptons faire une recherche de type suivant, nous pensons qu'il n'y a pas de risque éthique d'après l'article de l'énoncé de politique des trois conseils, pouvez-vous valider ce positionnement? Si le comité d'éthique dit non, à notre avis il n'y en a pas, ou on a des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, voilà. Donc ça c'est un processus de va-et-vient de réitération qui peut être utilisé. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que l'étudiant fasse tout son cheminement éthique dans des délais relativement courts pour ne pas porter préjudice à son terrain. Et donc de poser les questions dès le départ, dès qu'il commence à réfléchir sur son projet de recherche. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait mettre, en fait, que le message qu'on voudrait que les étudiants retiennent, c'est que ce n'est pas des règles, ce n'est pas un formulaire et des règles, mais c'est une réflexion. Ok. Ah oui. Donc pour un étudiant, c'est quoi se confronter à l'éthique en fait? Ok. En ce qui concerne la réception de l'éthique, il y a un certain nombre de questions intéressantes à se poser. La première, c'est qu'il y a des représentations sociales qui sont transmises
travers les processus de socialisation des étudiants à l'université, dans lequel l'exercice éthique lié à la recherche peut apparaître comme une contrainte d'ordre bureaucratique dans lequel on remplit des papiers, puis plus vite on le fait, plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. Ce positionnement peut être partagé par des chercheurs qui considèrent que l'éthique vient empiéter sur leur liberté académique et vient entraîner des contraintes supplémentaires à un processus déjà très lourd de demande de subventions, de consentement, etc., de méthodologie, etc. Il faut noter de ce point de vue-là que tous les organismes subventionnaires exigent une évaluation éthique du projet de recherche, à part l'évaluation scientifique. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas le choix. Si on veut avoir la subvention, on doit passer à ce processus. Donc si on le conçoit comme un processus bureaucratique, c'est évident que ça apparaît comme un ensemble de règles formelles, rigides, une nouvelle religion auquel on doit obéir. Mais il y a une autre approche qui est l'approche réflexive par rapport à l'éthique. C'est-à-dire que c'est un moment où, lorsqu'on développe un projet de recherche, on peut se poser des questions qui vont favoriser une meilleure emprise sur le projet, une meilleure sensibilité aux enjeux, entourant en particulier le rapport aux participants et entourant donc le maintien de la dignité de l'individu, de son bien-être, donc d'une forme de sollicitude par rapport aux participants de la recherche, qui exige de réfléchir sur ces éléments-là, de réfléchir sur les enjeux méthodologiques pour améliorer, pour optimiser une collecte de données qui soit une collecte de données intéressante et valide pour le chercheur, et surtout l'étudiant qui est peut-être dans un processus de réflexion sur sa carrière, sur les développements ultérieurs à sa maîtrise, par exemple un doctorat ou autre, dans lequel c'est un premier exercice où il va faire usage de sa réflexivité, donc de sa réflexion théorique, méthodologique, mais aussi éthique, pour pouvoir en quelque sorte clarifier les enjeux de sa recherche et les mettre à jour, ce qui, dans le processus très complexe de l'acquisition de l'état des connaissances, de la réflexion théorique et méthodologique, sont laissés de côté. Donc, en menant ce processus à ce double niveau, on assure, l'étudiant s'assure qu'il possède les outils qui vont lui garantir la meilleure façon de réaliser une recherche qui tient compte à la fois de la science et qui tient compte à la fois du rapport avec les individus. J'aurais une autre question par rapport à ça. Est-ce que il doit y avoir aussi une réflexion éthique autour du retour qu'on fait vers oui. les personnes qui participent à la recherche? Oui. Alors, la question de la restitution est extrêmement importante. D'ailleurs, le formulaire de consentement inclut des questions sur la façon dont va se faire le retour aux personnes qui ont participé à la recherche et aux questions aussi liées à l'utilisation de ce qu'on appelle les subterfuges, c'est-à-dire des stratégies dans lesquelles l'objectif exact de la recherche n'est pas révélé pour des raisons théoriques et méthodologiques et pour assurer que les réponses ne vont pas être biaisées par les participants. Alors, cette restitution peut se faire par plusieurs moyens. Il y a certes la restitution scientifique comme telle, donc la production d'un mémoire, la mise en ligne du mémoire, la présentation de communications dans des colloques et la rédaction d'articles. Donc ça, c'est les moyens de restitution, disons, plus scientifiques. Mais il y a aussi des moyens de restitution plus locaux où on peut envoyer les résultats, où on doit envoyer les résultats ou personnalisés ou collectifs aux personnes qui ont participé à la recherche. Dans le cas de recherche, on évalue la santé physique et autres, on peut faire un retour dans certaines conditions aux individus,
ou aussi un partage collectif des résultats, en particulier lorsque c'est une recherche de type participative ou auprès des groupes ethnoculturels et en particulier auprès des autochtones, où là, la question de la restitution des données obéit en lui-même à un protocole éthique beaucoup plus complexe et beaucoup plus rigide, dans lequel on doit avoir non seulement l'autorisation des individus, mais aussi l'autorisation des instances en charge du groupe autochtone avec lequel on travaille, et où la restitution des données peut poser problème. Alors cette restitution des données, ça veut dire quoi? Qu'on doit faire attention, et c'est un autre niveau de réflexion éthique, à faire en sorte que les données qu'on a recueillies ne vont pas stigmatiser les individus sur lesquels on a fait la recherche. Dire donc augmenter leur niveau de marginalisation, leur niveau de stigmatisation. Et donc là encore, il est intéressant, avant de restituer les données, de pouvoir avoir un groupe focus avec lequel on valide les données recueillies, on s'assure que l'analyse qu'on en a fait tient compte de principes éthiques. Une autre question à laquelle on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut offrir un dédommagement dans le cadre d'une recherche étudiante, dans le cadre d'un mémoire ou d'une thèse? Alors la question du dédommagement est relativement simple à comprendre. On utilise le mot de dédommagement. C'est-à-dire on dédommage pour le temps, pour l'inconfort ou pour des dépenses qui sont liées à la participation à la recherche. Par exemple, j'interroge des femmes monoparentales, elles doivent avoir un babysitter pour venir à ma rencontre, mais elles viennent en voiture et donc il faut payer le parking, ou elles ont pris un taxi, parce que c'est trop loin. Donc, il y a des éléments de dédommagement qui sont disons, normaux. Ensuite vient une réflexion plus large sur le dédommagement. Par exemple, jusqu'à quel point est-ce que le dédommagement ne va pas amener les participants à s'inclure dans la recherche pour des raisons autres que la recherche, parce qu'ils en retirent un peu d'argent. Ce qui est compréhensible lorsque des personnes vivent dans des conditions de vulnérabilité particulières, où ils ont très peu de moyens et où tout gain, même minime aux yeux du chercheur ou de l'étudiant, peut présenter quelque chose d'important. Donc il y a plusieurs modalités. Ça peut être des modalités financières, ça peut être des modalités plus de coupons, par exemple pour acheter des produits dans une pharmacie ou autre. Ça peut être des modalités de tirage au sort de certaines livres ou d'objets ou autres qui peuvent atténuer la gratuité du geste de la recherche. Et bien sûr, ça dépend aussi du budget de l'étudiant. Si il a peu de budget, théoriquement, la participation à la recherche se fait librement et gratuitement, ce qui est le cas, par exemple, dans la très grande majorité des recherches qui sont faites en ligne, où les gens y vont par altruisme scientifique, par altruisme lié à l'intérêt du thème de la recherche, et qui ne nécessite pas de dédommagement particulier. Moi, je n'ai pas d'autres questions auxquelles je pense. Tu as d'autres choses, toi? Non, s'il y en a, on peut rajouter des choses. C'est ce qui a été amené à faire. J'avais une question tout à l'heure, mais j'étais super gêné de la poser. Il n'y a pas de question gênante en éthique. En fait, c'était toute la question de quelque chose de clair à ce niveau-là. Mais c'est une zone d'ombre particulière. Si, moi je suppose que si quelqu'un fait une recherche sur Facebook, Ouais. si quelqu'un fait une recherche sur les médias sociaux, oui, il a plusieurs possibilités. C'est pas parce que
S'il accède à une page Facebook de quelqu'un, il a son nom. Donc il peut bien lui poser la question de voilà, j'ai repéré telle photo ou tel élément, je voudrais l'utiliser, est-ce que vous acceptez ou non? Donc il a des moyens de voir si c'est privé ou public. Deuxième élément, si c'est dans le cadre d'un Facebook plus global, c'est-à-dire d'une association, d'un groupe, etc., la simple règle, c'est d'aller se renseigner en disant est-ce qu'il y a des données qui m'intéressent, sont-elles accessibles ou non à telle condition. Mais je crois que le problème que tu poses est plus large, c'est vous posez le problème qui est posé aussi plus large, c'est l'utilisation du matériel audiovisuel. Donc les films, si je prends des films, comment est-ce que je fais pour utiliser ce matériel? Par exemple, dans le cas d'un mémoire de maîtrise, on peut travailler en communication, je suppose, à partir de matériel médiatisé. Donc les mêmes consignes sont applicables que dans le cas des autres recherches. Soit les individus acceptent que leur image et leur film ou leur vidéo soient utilisés publiquement, soit ils refusent et à ce moment-là, on va utiliser le floutage du visage pour assurer la confidentialité des données. Mais il faut voir qu'il y a une zone grise, c'est le fait que le matériel photo n'est pas toujours clairement identifié en termes de copyright. Il faut vraiment s'assurer de qui est possesseur de ce matériel pour ne pas se retrouver avec une poursuite en disant vous avez utilisé un matériel particulier, vous avez mis ma photo en ligne ou dans un mémoire, etc. Donc, tous des enjeux qui doivent être très bien calibrés pour s'assurer que les règles d'éthique, de respect de l'intégrité de la personne ne sont pas remises en question. Mais je pense aussi, même si c'est public, donc ne nécessitant pas d'inscription, c'est ça la définition de public, ne nécessitant pas d'inscription. Attends, non, je ne comprends pas. Par exemple, un site qui nécessite de s'inscrire pour pouvoir accéder au contenu, un forum, serait un forum privé. Pas obligatoirement. Puisque toute personne qui s'inscrit peut avoir accès aux données qui sont sur ce site dont elles ne sont pas privées. Okay? S'il n'y a pas de mention très claire dans les règles régissant l'entrée et l'utilisation du site, théoriquement, il n'y a pas de problème éthique qui se pose. Puisque toute l'information qui est sur... Si on prend par exemple, quelqu'un fait une étude sur un site de rencontre, d'accord? Il veut étudier les profils, les présentations de soi sur les sites de rencontre. L'information qu'il va aller collecter, elle est publique. N'importe qui peut aller voir les profils qui sont présentés sans que ça pose problème. Comme quand on les reçoit, ils sont agrégés, ils sont dénominalisés et il y a des formes d'anonymat qui sont apportées. À ce moment-là, il n'y a aucun problème à mon avis, qui va se poser au plan éthique, puisque ce sont des données qui sont accessibles à tout le monde.